Bienvenue à tous. Merci d'être venus nombreux. Je vois qu'il y a plus de monde que je le pensais. Je pensais que le fait d'être dans une salle en bas, en tout premier quasiment, j'avais peur qu'il n'y ait personne qui vienne. Et en fait, je vois qu'il y a beaucoup de monde. Je suis très content. Aujourd'hui, on va parler un petit peu de serverless, le serverless 2.0 exactement. Et je vais vous présenter des technologies, du moins une en particulier après, qui traite de ce qu'on appelle le FaaS, le Function as a Service. Avant tout, je voudrais vous présenter un petit peu l'entreprise dans laquelle je travaille. L'entreprise s'appelle Smile. On a à peu près 20-25 ans d'existence. Aujourd'hui, l'entreprise emploie pratiquement 1800 personnes, un peu partout en France. On est aussi en Europe, donc on se trouve à Paris, à Nantes, à Lyon, Marseille du coup, Lille, etc., le Benelux, à Kiev, et aussi au Maroc, etc. Donc c'est une entreprise qui a beaucoup de culture, et notamment une culture qui est très importante pour nous, c'est l'open source. On est les premiers intégrateurs européens de l'open source. Au sein de Smile, depuis maintenant 2-3 ans, il y a un pôle qui s'appelle la direction de l'innovation. En fait, dans cette direction de l'innovation, on est quelques-uns à travailler sur des nouvelles technologies, sur des technologies innovantes. Bon, là, j'ai plus d'écran, mais c'est pas grave, parce que je voulais vous présenter du coup en fait 2-3 personnes qui travaillent avec nous. Donc, on est un pôle de 8 personnes. Vous voyez Fabrice Dewas, mais en fait, qui est vraiment lui le directeur de l'innovation. On a Fabien, on a Thibaut, on a Alain, Aurélien, Romain et Christophe, et puis moi, Patrice Ferlet. On travaille tous sur des sujets un peu différents. Et moi, de mon côté, je travaille essentiellement sur la technologie DevOps et le machine learning. Donc le DevOps, en fait, d'une manière assez large, que ce soit la démarche ou techniquement, et le machine learning, ça, on n'en parlera pas aujourd'hui. Avant de commencer, je vais faire un tout petit sondage rapide là. Est-ce qu'il y a des gens parmi vous qui ont fait des déploiements sur des sites web, par exemple, il y a plus de 10 ans? Levez la main, allez-y. Donc je ne suis pas le seul vieux, c'est bien, je suis content. Vous vous rappelez un petit peu de comment ça se passait? On avait un truc génial, c'était la copie dite bourrin. C'est-à-dire qu'en gros, on ouvrait un FTP, on prenait le code source, on balançait tout dedans. Et puis on croisait les doigts. Bon, on avait après un petit peu évolué les choses, on savait un petit peu faire des scripts bash, donc on a fait quelques scripts pour poser des choses. On a essayé de livrer par patch. On a essayé de faire aussi de la livraison flip-flop. Alors la livraison flip-flop, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas ce que c'est, mais en fait vous l'avez certainement utilisé. Vous avez 2 serveurs, il y en a un qui est en attente, vous balancez votre code dessus, ça fonctionne et on bascule. Bon, c'est vachement bien, mais parfois on a des coupures de service, parfois c'est super long, on a pas mal de problèmes de dépendance, parfois on casse la base de données. En gros, c'est une livraison qu'on dit legacy. Alors c'est pas legacy dans le sens où c'est pas bien, legacy ça veut dire plein de choses, mais là on parle vraiment d'une livraison dite roulette russe, c'est-à-dire qu'en gros c'est un coup sur 4 ça va péter. Bon, c'était bien, franchement on s'amusait bien à faire ça, on passait beaucoup de temps à faire des livraisons, mais bon ça a commencé à agacer pas mal de gens, et du coup on a eu des nouveaux outils qui ont évolué. Mais voilà, les besoins étaient très différents à l'époque, on n'avait pas vraiment de problématique à ce niveau-là. L'infra était clairement adapté à un type de technologie, on ne posait pas vraiment de questions. Donc en gros, comment ça se passait? On avait un admin 6 ou un développeur qui balançait quelque chose sur un serveur et puis les utilisateurs allaient dessus. Ça, c'était la vieille époque. Ensuite, on a vu tout évoluer. L'IT, les méthodologies, les techniques, etc. Donc qu'est-ce qu'on a vu apparaître? On a vu apparaître les API, le REST, le SOAP, etc., qui ont permis déjà d'éviter d'avoir un seul serveur qui qui déployait des pages à l'utilisateur. On a vu beaucoup d'outils de CI/CD aussi, le Jenkins par exemple, maintenant GitLab CI, etc., et le CD qui est le Continuous Delivery, qui sont des outils en fait de déploiement continu. Ça teste une version, ça permet de pouvoir déployer dans les bonnes conditions une application en ligne. On a vu aussi l'avènement des microservices, ça c'est très important pour la suite. Les microservices c'est quelque chose d'assez intéressant, on découple nos dépendances à notre application en plusieurs petits services qui tournent chacun de leur côté. Comme ça quand il y en a un qui tombe, c'est pas tout le reste qui va tomber. Donc ça c'est pas mal. Et puis au milieu de tout ça, on a vu l'avènement des machines virtuelles. Les machines virtuelles, ça a vraiment rendu énormément de services, ça permettait d'avoir des environnements très contrôlés, des environnements ISO entre le développeur et la production, du moins on essayait. Et puis après, on a vu les conteneurs apparaître, Elixir, Docker, Rockit, etc. Ça, c'est aussi important pour la suite. Il faut retenir bien conteneurs et microservices.
On a vu donc une homogénéisation technique apparaître. C'est-à-dire qu'en gros, les conteneurs et les machines virtuelles à l'époque permettaient de pouvoir avoir un environnement très contrôlé pour que le développeur ne se retrouve pas dans une situation où il va développer sur un environnement qui ne correspond pas à ce qui est sur la prod. Et ça arrivait fréquemment. Ça arrivait très fréquemment. Les conteneurs Docker, ce qui est intéressant, c'est qu'on n'a pas la lourdeur physique des machines virtuelles. Plutôt intéressant à ce niveau-là. Alors, je vous préviens, si vous voulez troller sur les conteneurs, ça sera après. Parce qu'il y en a beaucoup en fait qui critiquent le côté sécurité, etc. Je comprends complètement qu'on critique la sécurité des conteneurs Docker, mais c'est un autre débat. C'est quelque chose en fait qu'il faut traiter avec Xadmin 6. Et enfin, on a vu apparaître ce qu'on appelle les PaaS, donc Platform as a Service. Alors en fait, il y a plusieurs couches, IaaS, PaaS, SaaS. On ne va pas traiter le IaaS et le SaaS aujourd'hui. Le PaaS, c'est très intéressant. Ça permet d'avoir un orchestrateur avec tout un environnement autour qui va permettre de pouvoir faire du déploiement propre, efficace, de conteneurs sur un cluster de machines. Grosso modo, j'ai 90 machines devant moi. J'ai envie de déployer un MySQL Galera, donc un MySQL multi-master par exemple, et il va se déployer sur le cluster quelque part. Et ce côté justement Platform as a Service apporte quelque chose qu'on veut voir apparaître dans le DevOps, c'est la notion de serverless. C'est-à-dire qu'en gros, aujourd'hui, quand un développeur ou un client a envie d'avoir accès à de la ressource pour pouvoir faire tourner des applications, il n'a pas envie de serveur, il a envie de service. Il veut déployer du service, déployer un MySQL, déployer du PHP avec un Apache, etc. Finalement, il s'en fiche un petit peu de savoir quelle machine vient derrière. Alors encore une fois, je ne dis pas que c'est la panacée, je dis juste que c'est une approche qui apparaît depuis quelque temps et qui est assez liée au DevOps, puisqu'on essaie de faire lier justement ce que les opérateurs, les admins et les développeurs ont en commun. C'est-à-dire vouloir déployer quelque chose quelque part. Alors c'est quoi le serverless ? C'est justement le fait de se décharger de la notion serveur. Le PaaS, on en a parlé, ça élimine la gestion d'un serveur. Alors ça élimine la gestion d'un serveur au niveau DevOps. Parce qu'en fait, le serveur, il existe toujours. L'admin 6 a toujours des serveurs à faire tourner. Mais ce n'est plus le point central de la démarche. La démarche, c'est je développe, je déploie sur un service. On va y venir un peu plus après. Donc comment on se libère d'une notion ? C'est plutôt cool. C'est plutôt cool parce que du coup, on arrive à parler à peu près le même langage entre le développeur et l'opérateur. On est bien dans une démarche de DevOps. Alors, on a parlé du serverless. Le serverless, c'est vraiment tout ce qui est PaaS, etc. Et aujourd'hui, on parle du serverless 2.0. C'est un terme un peu marketing pour dire qu'il y a un nouveau truc qui est apparu. Et on va en parler maintenant. On revient un petit peu à la notion de microservices. Les microservices, je vous ai dit que ça permet de découpler une application. Et ça permet de donner une fonctionnalité pour une application qu'on a envie d'utiliser. Par exemple, j'ai besoin d'avoir, je ne sais pas moi, un service d'authentification, et je vais juste mettre un microservice qui va me permettre de faire que l'authentification. Il ne fera que ça. Et puis quand j'aurai besoin d'aller avoir accès à des images ou quoi que ce soit, je vais taper sur un autre service. Ça demande du découplage, et ça permet de pouvoir éviter des pannes lourdes, d'avoir les fameuses POF qu'on n'a pas envie, là, les single point of failure. Ça s'approche aussi d'une philosophie que j'aime bien, la philosophie GNU POSIX, qui dit qu'un programme fait une seule chose, mais elle doit le faire bien. Voilà, c'est à peu près dans la même optique. Mais du coup, on va se poser la question, et ça c'est la question qu'on me pose fréquemment quand je veux parler du FAS, c'est déployer une application par fonctionnalité. Est-ce que c'est pas un peu lourd ? Parce que du coup, je vais me retrouver avec plein de services à déployer, plein de microservices à déployer. Et c'est là qu'on va parler de la suite. Si on imagine un microservice comme étant une simple fonctionnalité et qu'elle ne fait qu'une seule chose, elle prend des paramètres à la limite, etc. Finalement, c'est une fonction. C'est juste une simple fonction. Et c'est justement l'approche serverless 2.0 qu'on voit aujourd'hui apparaître. C'est ce qu'on appelle le FAS, le Function as a Service. C'est-à-dire que plutôt que de voir un microservice, donc devoir déployer moi-même une technologie qui me permet de pouvoir répondre à un endpoint d'API, je vais plutôt en fait avoir accès cette fois-ci à une fonction à coder. Et je vais laisser le gestionnaire de FAS servir l'application, servir cette fonction à l'utilisateur. Alors l'utilisateur, c'est le développeur en général. Alors on a plein d'exemples de services de FAS qui existent. Il y a Nucleo, OpenFAS, etc. Mais sinon, vous avez certainement entendu parler aussi d'AWS Lambda, de Google Functions. Je crois qu'il y a Azure aussi qui a un service de fonctions. Je n'ai plus le nom, si quelqu'un là, vous me le dites. Azure Functions ?
Ouais, ils ne sont pas foulés. Hein. Bon, bref, si on marie du pass et du FAS, on associe deux technologies tierces, et ben ça devient vraiment du serverless de zéro. Alors, grosso modo, le FAS, c'est quoi? C'est ni plus ni moins que découpler toute mon application en mini-microservices, mais je vais fournir une fonction simple. Il va y avoir qu'un seul endpoint et je ne vais pas me poser de questions. Donc on va avoir un service qui va déployer ces petites fonctions à un endroit, donc ça peut être dans un cluster ou sur une simple machine. Aujourd'hui, je vais vous faire tourner sur Docker, mais ça marche très très bien sur Kubernetes par exemple. Mais par contre, il faut bien se rappeler que le FAS, c'est une fonction, c'est pas un serveur, c'est pas un service. Donc si je veux faire tourner une base de données, c'est pas une fonction qui va le faire ça. Il faudra bien que j'ai des services quand même derrière qui me permettent d'avoir de la donnée. Donc par exemple, là j'ai mis une autre API un peu particulière qui peut être derrière. Ça peut être aussi du S3 pour récupérer des données, une base de données avec un MySQL, etc. Ou travailler avec AWS, avec les services de base de données d'AWS. Généralement, on a un load balancer devant pour essayer un petit peu de faire les choses bien, d'avoir des choses proprement, notamment en termes de sécurité et en termes de scaling, parce qu'on va pouvoir scaler nos fonctions un petit peu à droite à gauche, donc il faut que ça load balance proprement. Mais à l'arrivée, on va avoir que des fonctions. Donc en découpant l'API par fonction, ces fonctions, elles peuvent aussi s'appeler entre elles, ça va être un petit peu plus souple, un peu plus clair pour un développeur, et en général, ça va être du HTTP, donc on va faire du REST API. Donc je vais vous montrer un exemple. Je vais vous montrer en fait comment fonctionne Nucleo. Donc, pour l'instant, je vais passer sur un autre serveur, un autre écran, pardon. Alors Nucleo, en fait, c'est un, il est là. Je vais y arriver. Pardon. Tac. Nucleo, en fait, c'est un outil, alors je pense qu'il faut peut-être que je zoome un petit peu sinon vous n'allez rien y voir. C'est un outil en ligne de commande et c'est un dashboard, c'est un serveur en fait qui prend des fonctions en son sein et va déployer une API pour ça. L'outil en ligne de commande est assez simple, il s'appelle newctl. Newctl, je peux par exemple faire, je crois que c'est ça, non c'est getFunction, pardon. Là j'ai déployé des fonctions. On va les voir ici. Donc j'ai deux fonctions, une fonction d'authentification et puis une fonction de graphe que j'ai fait, en fait, qui me permet de faire afficher un graphe. Je peux aussi créer des fonctions directement là, donc je peux coder une fonction et l'envoyer directement avec newctl dans le serveur. Il y a aussi un dashboard qui est plutôt bien fichu. Alors j'aurais dû le préparer avant, je suis désolé. Il est ici. Le dashboard est assez bien fichu, donc en gros on a une gestion de projet, vous y voyez peut-être pas bien, je vais essayer de zoomer un petit peu mais c'est pas dit que ça marche très bien. Là j'ai un projet qui s'appelle DevOps Days et je vois les deux fonctions que je vous ai montrées tout à l'heure, elles apparaissent dans mon dashboard et si par exemple je vais voir la fonction d'authentification, je peux la coder directement en ligne dans le dashboard, donc là j'ai le code source qui est ici, c'est du Python et je vais pouvoir en fait faire mes tests directement dans l'application, dans le dashboard ici. Après, je peux aussi faire le code source, comme je vous ai dit, sur mon disque dur directement et utiliser newctl pour le déployer. Ça marche pareil, on aura la même chose. Et il apparaîtra dans le dashboard derrière. Alors là, j'ai fait du Python. Nucleo, il est plutôt sympa parce qu'il arrive à vous laisser utiliser n'importe quel type de technologie à peu près sur votre face. Donc là, c'est du Python, on peut faire du Go, on peut faire du Node, on peut faire du Bash. Je vais vous montrer qu'on peut le faire en Bash derrière. On peut utiliser du Java, on peut faire ce qu'on a envie. En fait, on peut s'éclater vraiment à proposer des fonctions à une API, en gros, donc à une application, simplement en codant ce qu'on sait faire dans le langage qu'on aime bien. Donc par exemple ici, là j'ai fait un tout petit truc qui me permet de pouvoir m'authentifier, donc je ne me suis pas connecté à une base de données, etc. On va juste poster en fait du JSON. Je vais mettre du coup le JSON. J'ai un reflet sur l'écran, c'est terrible. Je vais vous montrer. Donc c'est login. Donc le login Patrice, le password. Eh ben, il a du mal aujourd'hui. Hein. C'est le matin, j'ai pas assez de café, je suis désolé. Hein. Voilà, et en fait en testant directement, j'appelle et je vois que j'ai une réponse qui fonctionne. Il me dit Hello Patrice from Nucleo, c'est super bien. Et vous voyez un tout petit truc qui est apparu en bas, c'est le counter. C'était juste pour vous prouver en fait que ça peut être stateful, pardon. C'est-à-dire qu'en gros, toutes les variables globales de mon application qui sont ici, donc le compteur est ici là, en haut, en global, et en fait je l'incrémente à chaque fois ici. Ça me permet de garder cette variable globale à tous les appels.
Donc on peut par exemple, quand on fait du machine learning, ça c'est un sujet qui me tient vraiment à cœur, charger un modèle d'apprentissage en mémoire, c'est très lourd, c'est long, ça peut prendre des fois 30-40 secondes. Je vais le faire qu'une fois en global, et après quand il est chargé en mémoire, tous les appels qui vont taper dedans vont être rapides. Donc ça c'est plutôt intéressant. Voilà, Nucleo permet de faire ça. Et du coup après on peut s'en servir dans une application. Donc hop, on peut s'en servir dans une application que j'ai codée. Alors j'ai fait une petite application toute simple en Angular, avec un appel HTTP tout simple. Hein. Donc ceux qui connaissent Angular savent de quoi je parle. Et là, si je fais par exemple, je mets n'importe quoi dedans, j'essaie de m'authentifier, il m'envoie un 401 comme j'ai l'ai dans ma fonction. Si par contre je fais ça et que je m'authentifie, c'est bon, j'ai bien la même réponse ici. Ça fonctionne de la même manière. J'ai juste codé une fonction en Python et moi, de mon côté, sur Angular, j'appelle ma fonction. Je ne me suis pas posé de question. Il y a une autre fonction que j'ai fait, qui est ici. Toujours dans mon projet DevOps D-Days, j'ai fait une petite... Alors, je l'ai appelé graph, mais comme un... Non, pardon, je ne l'ai pas fait. Donc, je vais la faire directement. Donc, je vais vous montrer comment on fait une fonction, puis après, vous allez comprendre. On va créer donc, une nouvelle fonction qu'on va appeler TheDate. Voilà. On va partir from scratch. TheDate. Je vais passer en shell bash, tout simplement. Donc, je vais prendre shell. Vous voyez, il y a tout ça. Hein. .NET, Java, Node.js, Ruby, shell, etc. Je prends shell. Créer une fonction. Ici, je veux juste faire date. La commande date hein, en bash qui me donne la date. Hein. C'est vraiment du shell là ici. Et je déploie. Alors qu'est-ce qui se passe quand je déploie? En fait, Nucleo, il est plutôt intéressant. Hein. Il a des images de base Docker. Il prend mon code, il fait une image, il la met dans un registre, il la déploie. Alors vous allez me dire, ouais, mais c'est ce que fait un pass. Oui, mais lui, ce qu'il fait, c'est qu'il me propose directement une API pour accéder à mes conteneurs sur un port donné qu'il va lui-même me spécifier. Le déploiement est terminé. Je peux voir d'ailleurs le statut ici. Je vois que j'ai une URL avec un port particulier. Je vais juste faire un test en l'appelant. Je vais fermer ça. On voit qu'il m'a bien donné la date en bas. D'accord ? Et du coup, du côté de mon application, j'ai fait un appel. Je vais vous montrer ça. Je fais un appel en fait HTTP. C'est pas ça, pardon, excusez-moi. J'ai fait un appel en fait à la fonction qui s'appelle donc à la fonction HTTP qui appelle en fait la date depuis mon environnement. Je ne vais pas vous faire tout un cours sur Angular. Je vais juste changer l'adresse ici parce que j'avais déjà fait un test histoire de ne pas me retrouver en effet des mots monstrueux devant vous et avoir la honte. Donc je vais me copier ça et c'est ici. Est-ce que tu arrives à zoomer un peu, Patrice? Comment? Est-ce que tu arrives à zoomer? Zoomer, pardon. Je peux zoomer là, ouais. Donc là j'ai juste copié mon URL à l'intérieur. Et au niveau de mon composant, je vais vous le faire afficher ici, c'est appdate. Appdate, voilà, qui va faire apparaître la date ici. J'ai appelé ma fonction en bash. Elle apparaît en bas, juste en dessous du petit texte. Ici, là, j'ai la réponse date. D'ailleurs, si je rafraîchis, la date change normalement. 58.12, 58.14, ça fonctionne très bien. Voilà, c'est ça en fait. Le function as a service, c'est je code une fonction quelque part, je laisse en fait le face me déployer ma fonction quelque part et je fais y appeler. Ce qui est intéressant avec ça, et je vais y revenir après, c'est que là pour l'instant je fais juste des services qui me donnent du texte. Mais je peux très bien renvoyer des images, je peux renvoyer de la donnée, je peux renvoyer ce que je veux, je peux traiter de la donnée aussi. Je peux essayer je peux gérer aussi un petit peu de cache si j'ai envie. On peut faire énormément de choses avec ça. Donc c'est cool, c'est vraiment super cool, parce qu'on peut utiliser des technologies extrêmement variées plutôt que de se focaliser sur un seul langage et un seul système en fait, d'API qu'on veut traiter. On découpe la mort, on peut très vite avoir une API fonctionnelle. Là, en fait, je vais vous avouer, enfin, je ne vais pas vous avouer, j'ai rien à vous avouer du tout. Je vous dis en fait que j'ai développé mon application Angular en à peu près un quart d'heure, grosso modo. C'est-à-dire qu'en gros, le temps de déployer d'installer Angular et de faire mes 2 appels à l'API. J'ai créé mes 2 fonctions, j'ai regardé, j'ai fait l'appel, c'est passé, ça apparaissait, je ne me suis pas posé de questions. En un quart d'heure, j'avais déjà un petit bout de site qui fonctionnait avec une mini API. C'est vraiment génial. On réduit vraiment le temps du développement, ça c'est super important. Alors, on va y revenir après, parce que le développement, il faut quand même bien réfléchir à comment on fait du face. Et donc, on a un onboarding moins lourd, parce que si on a envie d'avoir des gens qui ont plusieurs langages dans leur bagage quand ils viennent en fait dans les équipes, si on a un pythoniste, un javaïste et un mec qui fait du Node, ils peuvent en fait rentrer dans le projet parce qu'ils peuvent créer leur fonction
dans le fournisseur face. Par contre, c'est un peu moins cool du côté gestion du projet, parce que quand on a une très très grosse application où j'ai 400 fonctions à faire, ça devient vraiment plus compliqué déjà là. Parce que ça veut dire que j'ai 400 déploiements de fonctions dans 400 conteneurs qui vont se déployer sur mon serveur ou sur mon cluster Kubernetes, OpenShift, ce que vous voulez. Et donc du coup là ça devient un petit peu plus compliqué de savoir où se trouve en fait l'erreur, parce qu'on a plus centralisé les logs. Ça va demander un tout petit peu de travail du côté Ops pour pouvoir essayer de recentraliser tout le bordel. Le test, le débugage, on n'en parle pas parce que c'est vraiment pas évident. Alors, je mets un petit bémol là-dessus. Je débug pas une application monstrueuse, je débug une fonction. Je fais quelques prints à 2-3 endroits, ça se passe plutôt bien en général. D'ailleurs, je ne vous l'ai peut-être pas montré, mais en fait, ici, on va regarder l'autre fonction, DevOpsDDays, c'était autre. Là, j'ai... Ah non, je les ai enlevés, c'est dommage. En fait, il y a du log qui peut apparaître et donc on peut avoir ici les logs de debug, d'infos, etc. qui apparaissent directement dans le dashboard pour voir ce qui se passe. Et vous les avez aussi en sortie du gestionnaire de conteneur, du conteneur qui gère le FAS, pardon. Donc Nucleo en fait vous fournit les informations de débugage, etc. dans les logs directement. Donc c'est quand même assez évident pour pouvoir arriver à débugger une application. Et on a aussi besoin d'une technologie qui fournit le FAS. C'est-à-dire qu'en fait, si vous n'avez pas de technologie pour ça, vous ne pouvez pas faire des fonctions as a service. Donc vous avez besoin d'Amazon Lambda, vous avez besoin de Google Functions, vous avez besoin d'Azure Functions, vous avez besoin de Nucleo ou d'OpenFAS, il vous faut une technologie qui le gère. Donc travailler tout seul sur ma machine, j'ai forcément besoin de déployer quelque chose pour pouvoir l'utiliser. Ou je vais utiliser celui qu'un admin m'a proposé. Alors pour arriver à gérer tout ça, et là je vais vite speeder parce que sinon on va déborder, on a besoin quand même d'avoir un peu de monitoring et de gérer du routage, c'est quand même généralement ce dont on a besoin, pour deux raisons, c'est maîtriser la charge, maîtriser où ça va, qui et combien de fois on est passé par la fonction, notamment pour ceux qui veulent fournir du FAS à des clients, ils ont besoin de savoir comment on va le facturer, s'il y a 4 millions de requêtes faites à la seconde ou s'il y en a 3 par jour, on ne va pas facturer pareil. Donc il faut maîtriser tout ça, et puis il y a aussi parfois on a envie de mettre une fonction dans un coin, la tester, voir comment ça réagit aux appels d'utilisateurs sans pour autant que ça réponde, tout en laissant en fait à côté la vraie API qui répond au client. Pour ça, on utilise un autre outil qui s'appelle Istio. Je pense que beaucoup de gens en ont entendu parler. C'est en plein essor, ça va être intégré complètement dans OpenShift dans pas longtemps. Ça marche sur Kubernetes. C'est pas forcément évident à utiliser. Je suis un peu juste, je ne peux pas vous faire une démo là aujourd'hui, mais ça marche relativement très très bien. Et c'est généralement justement ce couple Nucleo-Istio qu'on va mettre en place, ou autre, mais du moins il nous faut un service de monitoring qui va vous donner la charge, à combien d'utilisateurs sont arrivés, comment on peut router, etc. Donc au niveau business, c'est aussi très important d'avoir ce genre d'outil. On ne laisse pas Nucleo tourner tout seul. Mais il y a tellement plus de choses en fait qu'on peut faire avec ça. On peut faire du routage sélectif, on peut faire énormément de petits paramétrages assez rigolos. Ça sera pour une prochaine conférence, j'espère, un jour que vous voulez me revoir. Pour l'heure, je vais vous laisser me poser des questions si vous le voulez bien. J'ai tué tout le monde ou quoi? Oui. Il y a le micro qui arrive parce que sinon on ne va pas vous entendre. Bonjour, en fait c'est que je me demandais que dans le cadre en fait, où on développe des méthodes, des fonctions comme ça qu'on peut rendre disponibles à des clients qui peuvent être externes au système d'information, comment on gère le contexte de l'application elle-même, c'est-à-dire savoir l'application A, je sais pas n'importe quoi, 2 applications qui tournent, comment on ne va pas forcément venir se bouffer la ressource, ou se bouffer même les données ou Alors ça va être généralement le PaaS qui va s'en occuper, c'est-à-dire qu'on a des namespaces par exemple dans Kubernetes, on va faire déployer des fonctions à différents namespaces. En fait, je ne l'ai pas montré, mais dans Nucleo, ici, là, il y a une gestion de namespace. Donc là, il n'y en a qu'un seul qui tourne, c'est Nucleo. En réalité, les namespaces existent dans Kubernetes. Donc je peux déployer la même fonction dans plusieurs namespaces, par exemple de la pré-prod, de la recette, ou pour un client en particulier. Et il ne va pas avoir donc, du coup le même port ou pas la même route. Je n'ai pas trop détaillé au niveau d'AWS, c'est encore en cours, il y a quelques petits problèmes avec AWS et Nucleo. Nucleo, en fait, il nous crée bien un ingress, donc il crée bien une ressource URL complète pour la fonction, mais il fait aussi un autre port ouvert, donc au niveau sécu, c'est pas génial. Ils sont en train de travailler là-dessus, les auteurs de Nucleo sont vraiment à l'écoute, sont super. J'ai beaucoup parlé avec eux et ils avancent très vite, donc il ne faut pas avoir peur de ça.
Mais voilà, la ressource, elle se gère plutôt au niveau namespace du pass. D'autres questions? Ouais. Est-ce que Nucleo supporte le versionning comme Git Oui, et on le voit là-haut, il y a CICD, marqué tout ça latest. Mm. Et il y a marqué latest en fait en haut. Effectivement, on peut gérer des versions de la fonction. Et donc, quand la fonction est vraiment pétée, on revient en arrière, on redéploie la version d'avant. Et en fait, le versionning se fait sur le versionning des conteneurs Docker. C'est tagué. Enfin, des images Docker, pardon. Elles sont taguées. Tout simplement. Après, elles sont taguées aussi sur un registre. Là, pour l'instant, vu que c'est local, ça tourne sur ma machine, donc il me fait juste un push, enfin, il me pose l'image localement. Quand on le met, par exemple, sur AWS, il nous demande une adresse d'un registre, local ou directement, par exemple, le Docker Hub, et il sait déployer les images là-bas et les rappeler après pour les instancier en tant que conteneur. Et ça marche super bien. Ouais, il y a... Le micro est obligatoire, parce que les gens derrière vous entendront pas sinon. Par rapport au log, est-ce qu'il permet de gérer le contexte en fait d'une requête qui va passer par plusieurs fonctions, ou c'est à nous de gérer ça? Alors, si on doit Contextuel. gérer le routage, là, il va falloir Istio, D'accord. qui est vraiment fait pour ça. Après, on peut toujours s'amuser à coder du routage dans la fonction. Je ne trouve pas ça évident à faire parce que ça ne sert pas à ça, en fait. Si on commence à faire du code complexe, autant passer par autre chose que du FAS. Mais je parle des Istio, mais il y en a d'autres, des outils. En fait, les services mesh, il y en a des dizaines. Istio, c'est un des plus prometteurs selon moi. Voilà. Et au niveau du contexte, ça va être vraiment justement sur le service mesh que ça va se passer. Quelqu'un d'autre? Il n'y a que les gens de devant qui posent des questions. Ah, Oui, une question s'il vous plaît. Est-ce qu'il y a une notion de disponibilité de ressources physiques au niveau de la fonction? effectivement. CPU, mémoire? Je ne l'ai pas montré. C'est en fait, il faut descendre dans la configuration ici. Et là, je peux choisir quelle limite de mémoire, de CPU, etc. je vais gérer. Je ne sais pas si vous y voyez bien à l'arrière. Je suis désolé, je suis en haute résolution et on va réduire là. Voilà, c'est ici que ça se passe. Voilà. Mémoire, CPU, target CPU et puis le nombre de réplicas aussi. En fonction, en fait, alors je vous avoue que j'ai pas trop testé ça parce que moi j'utilise surtout en fait le scaling de Kubernetes directement. Mais en fait, on peut dire qu'on a un minimum nécessaire de temps de réplica, un maximum de temps, et en fait, en fonction de la charge du CPU qui a été utilisé, il sait déployer la fonction avec d'autres ports, etc. Localement, j'ai eu quelques problèmes pour le faire. Par contre, ça marche très bien sur Kubernetes. Voilà. Il y a d'autres choses que je ne vous ai pas dit, encore une fois. Si j'ai besoin de faire des choses, par exemple au niveau du build, par exemple je suis en train de faire du Python, j'ai besoin d'avoir un package supplémentaire. Ici, j'ai juste à taper pip install, blablabla. Si c'est du Alpine de base, je fais apk add mon paquet. Et il va faire un on build avant que au moment de la création de l'image, il va exécuter des commandes pour préparer mon image à moi. Donc par exemple, quand je voulais vous montrer, mais j'ai pas vraiment le temps, j'ai un modèle Keras, donc un modèle de machine learning qui permettait de détecter de la nourriture, etc. J'ai besoin de Keras et de TensorFlow. Ici, en fait, je fais un pip install, TensorFlow, Keras, NumPy, etc. Il m'installait mes paquets dans mon image et directement derrière, il me la déployait et j'avais accès du coup à mes packages. En fait, tout se gère ici, mais tout se gère aussi. Il n'y a pas que le dashboard. Si je fais un get fonction et que je vous montre par exemple the-date et que je fais -o YAML par exemple, la description de ma fonction, elle est aussi en YAML, donc je peux l'exporter. Là en fait le source code ici, c'est the-date, donc c'est date encodée en base 64, en fait le code est encodé en base 64, et je peux prendre ma fonction, la déployer ailleurs. Et en fait, tout est décrit ici. Donc, je peux mettre mes ressources, donc min-replica, max-replica, etc., directement dans le YAML ou le JSON. Il y a plusieurs formats. Je peux l'avoir en JSON si je veux. On peut donc aussi tout paramétrer directement dans notre fichier YAML et le fournir directement après à l'application en lui disant « importe-moi ce déploiement-là ». Je ne suis pas allé dans le détail du Nucleo, je vais juste vous montrer un petit peu comment fonctionnait le FAS. Techniquement, c'est très poussé derrière. Est-ce qu'il y a une autre question? Et je pense que ce sera la dernière question. Alors, on fait plouf plouf. Bonjour, désolé. Est-ce qu'il y a un impact de performance conséquent? Enfin, déjà en termes de microservices, il y a beaucoup d'appels HTTP, mais là, on est vraiment au niveau granularité aux fonctions. Est-ce que quand les fonctions s'appellent entre elles, du coup, ça fait pas beaucoup d'overhead? Alors, déjà, je n'arrive pas à repérer qui me parle. Ah, ça y est. Ok. Encore une fois, là, ça va plutôt être du côté du cluster que ça va se passer.
C'est Kubernetes qui va permettre de pouvoir faire l'autoscaling, enfin le scaling et le load balancer va envoyer en fait les requêtes sur les différents conteneurs qui sont dans un cluster généralement. Là, je fais tourner sur une seule machine, donc effectivement il risque d'en avoir un d'overhead. Mais réellement, le load balancer, il est primordial là. Parce qu'effectivement, si je déploie 4000 fonctions et que j'ai 1 million de requêtes à la seconde, il y a intérêt à ce que ça tienne la charge. Mais ce n'est pas Nucleo qui va le gérer. Ce n'est pas non plus Docker en lui-même. C'est plutôt le cluster. Donc il faut avoir un sacré cluster derrière. Voilà. Allez, une dernière, parce que je vois que monsieur, il se coule la main comme ça. Le micro arrive, ils ne vont pas vous entendre sinon. Et vraiment, ça sera la dernière, parce que sinon je vais déborder, je vais me faire taper dessus. Oui, non, mais c'est simplement juste pour savoir, en fait, quand on utilise un outil comme ça, est-ce qu'on peut piloter justement le déploiement Kubernetes? C'est-à-dire, là, vous fonctionnez carrément avec Docker, Ouais. ok. Mais si vous aviez câblé Kubernetes derrière, Ouais. est-ce qu'un déploiement typiquement Kubernetes en termes de nombre de réplicas, health check et tout, Ouais. on peut, c'est administré directement par l'outil? Alors, Ou est-ce- en fait, l'outil me fournit les déploiements Kubernetes. Ouais. Il est paramétré au moment du déploiement. Nucleo donne en fait les fichiers de déploiement du Nucleo sur Kubernetes. Et en fait, il va vraiment faire non plus un démarrage de conteneur, mais il va envoyer un déploiement Kubernetes avec Ok. les paramètres de Kubernetes. Et on D'accord. peut lui spécifier des choses différentes. Et du coup, le pilotage se fait bien par Kubernetes. Nucleo ne fournit que les déploiements. D'accord, ok. C'est très bien monté pour que ça puisse marcher comme ça. De toute façon, la cible de Nucleo, c'est de tourner sur Kubernetes en priorité. Tourner sur Docker, c'est pour tester. D'accord. C'est de l'open source, il y a des community, des éditions, en fait. Alors, il est open source, oui. Ouais. Et il n'y a pas d'édition, à ma connaissance, pas d'édition aujourd'hui en commercial. C'est une boîte, par contre, qui le développe parce qu'en interne, ils l'utilisent. Et encore une fois, ils sont très réactifs, les développeurs. Super sympa. C'est développé en Go. Ok. Et ça fait plaisir, parce que j'adore ce langage. C'est développé en Go, et du coup, c'est très, en plus, là, c'est pour la petite parenthèse, c'est développé en Go, donc du coup, c'est très pertinent en termes de choix, parce que Kubernetes, Docker, Istio, etc., tout ça, c'est développé en Go. Ça aurait été dommage de faire un truc en Java, quand même. Non? Vous pensez pas? Oui, mais non, mais j'ai dit qu'on pouvait troller. Là, c'est bon, j'ai débordé l'heure, là. Bon, on peut encore prendre une dernière question parce qu'il y a le break là, hein, à 10h10 Il y a- jusqu'à 35. On alors, prend une dernière question. C'est toi qui choisis. Vas-y, Patrice. Bah en fait, ça fait depuis tout à l'heure que je vois la main se lever aussi. Je suis vraiment désolé. Alors, on pourra parler si vous voulez après la conférence. On pourra en discuter. Il n'y a pas de problème. Il y a effectivement un stand LibD, hein, juste au niveau Ouais. l'étage du dessus où on pourra se retrouver. Merci. Quel est le support fourni par ces outils en termes de tests unitaires pour les écrire, pour les exécuter? Alors, c'est le problème que j'ai moi de mon côté, c'est que je n'ai pas trouvé de solution prête à l'emploi pour faire du test unitaire là-dessus. La seule solution pour l'instant que je implémente moi de mon côté, c'est que j'ai un Jenkins ou un GitLab CI qui appelle un Nucleo qui est posé quelque part, qui déploie l'application et qui fait des appels et qui vérifie les résultats et qui check les logs en même temps. C'est la seule solution pour l'instant que moi je connais. Encore une fois, par contre, je ne suis pas non plus, il ne faut pas prendre mes paroles comme pour parole d'évangile. Il faut plutôt demander aux auteurs. Je pense qu'eux, ils sont beaucoup plus à même de répondre à cette question-là, à ce niveau-là. Bon, ben, on va s'arrêter là. Donc, pour rappel, là, vous avez un break là jusqu'à 10h35. On se retrouve ici. Ce sera une conférence sur Symfony 4. En tout cas, je vous remercie. Merci Merci beaucoup d'être Patrice. venu.